Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Diacre du diocèse de Fréjus-Toulon, Gilles Rebèche a été ordonné en novembre 1982. Après des études de sociologie et de théologie, il s'engage pour 3 ans auprès des familles du quart-monde et crée avec son évêque la Diaconie du Var, une initiative unique en Europe qui intervient dans les domaines de la solidarité, de la santé, du logement, de l'animation des quartiers, de l'économie solidaire, de la culture et de l'accompagnement des familles en deuil. Son expérience lui vaut aujourd'hui d'être souvent sollicité par les instances nationales de la Conférence des évêques de France. Dans cet entretien, Gilles Rebèche revient sur l'origine de son engagement depuis 50 ans auprès des plus fragiles, sur celles et ceux qui l'ont suivi et soutenu lorsqu'il a créé les Amis de Jéricho à Toulon, puis aidé, année après année, à multiplier les actions solidaires et les gestes fraternels dans ce monde où l'on oublie souvent que l'autre, c'est nous. Je m'appelle Gilles Rebèche. Je suis diacre de l'Église catholique depuis 41 ans. J'ai grandi à Fréjus et fait toute ma scolarité à Toulon. Diacre, ça ne veut pas dire grand-chose pour le monde, mais c'est un mot grec qui veut dire serviteur. Mais les diacres, ça existait avant le christianisme. Et d'une certaine manière, c'est un peu le même métier que toi. Et on raconte qu'à l'époque de Platon, celui qui a écrit un livre sur la République, qui nous influence encore, Platon, il disait qu'on pouvait apprendre à vivre ensemble et faire la République que si on acceptait de débattre sur un lieu qui était comme le marché public, on appelait l'agora. Et on raconte qu'à l'époque de Platon, il y avait sur le marché des personnages un peu particuliers qui brassaient du vent, qu'on appelait les diacres, qui se trimballaient sur les marchés avec des gros éventails, et où les gens étaient là. Mais leur boulot, c'était parce que comme il y avait beaucoup de poussière, de bruit, avec leurs grands éventails, leur métier, c'était que les gens se voient et se parlent. Alors moi, j'aime bien cette définition du métier des diacres. C'est que dans la société civile, il y a des tas de gens qu'on ne voit pas, parce qu'ils disent rien, parce qu'ils sont invisibles, parce qu'ils sont sans voix, ou alors parce qu'ils ont tellement souffert qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer autrement que par la violence ou l'agressivité. Alors au bout d'un moment, on ne veut plus leur parler. Donc le métier des diacres depuis Platon, après ça a été repris dans l'Église, c'est d'une certaine manière un métier de médiateur, et en particulier de médiation avec les gens qui sont les plus fragiles. Alors le mot dia, ça veut dire en travers. Il ne faut pas confondre avec le dia de diable, qui veut dire de travers. Donc les diacres sont ceux qui ont des actions transversales. Ils ne se laissent pas enfermer dans une œuvre. Et de la même manière, ce sont aussi, quand l'Église catholique s'est mise en place, malgré son projet un peu universel de message d'amour, très vite, c'est devenu une communauté repliée sur elle-même. Donc il y a eu besoin d'avoir des diacres pour qu'elle puisse s'ouvrir aux autres. Bon, moi, de fait, je suis d'une famille nombreuse. On est 7 frères et sœurs. J'ai grandi à Fréjus, dans une cité HLM. Donc, famille nombreuse, assez chaleureuse. Un peu avant le début de la drogue. Il n'y a que ma dernière sœur, là, la dernière génération, qui est dans les cités, a écopé de ces problèmes. Mais nous, on a une vie populaire très, très ouverte. Alors, ma mère était une femme qui avait eu la foi. Quand elle était femme de ménage, quand elle était jeune, elle avait rencontré des prêtres ouvriers. Alors, je pense qu'elle nous a transmis quelque chose. Mon père était facteur. Mais je me souviens d'ailleurs, ma mère nous avait envoyés au catéchisme. J'avais 8 ans. Et je me souviens toujours de ma première leçon de catéchisme à la cathédrale de Fréjus. La dame qui faisait le catéchisme avait posé une question en disant « Vous savez où est la maison de Dieu ?» Et alors, tout le monde cherchait. Bien sûr, c'est son fils qui avait trouvé. Il avait dit « C'est la cathédrale ». Et moi, quand je suis arrivé à la maison à midi, j'étais tout fier devant mon père et mes frères et sœurs de poser la devinette.
Et quand j'ai dit mon père qui était facteur, lui-même, il ne savait pas où il était. Et, et quand j'ai donné la réponse, ma mère est arrivée en trombe de la cuisine, parce qu'elle ne mangeait pas avec nous, elle faisait la popote. Et elle a répondu, et je m'en souviens dans ma mémoire d'enfant. C'est peut-être sa maison, mais ce n'est pas toujours là où on le trouve. Et donc j'ai grandi dans cette ambiance familiale, à la fois d'une foi qui m'a été donnée comme quelque chose de très important, et en même temps jamais enfermé dans les institutions et dans la religion. Et paradoxalement, alors que j'étais dans la cité, j'ai été touché, moi, très, 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 très jeune, à l'âge de 10 ans, par la vie intérieure, le goût de la prière et tout ça. Et j'avais l'impression de trouver en moi un monde inexploré. et, et à tel point qu'à l'adolescence, vers 14-15 ans, je suis venu à Toulon. Il y avait ce qu'on appelait un foyer vocationnel. C'était un lieu où se retrouvaient des ados qui réfléchissaient au sens de leur vie. Alors c'était un foyer autogéré. On avait des prêtres qui nous accompagnaient, mais du coup j'ai fait ma scolarité à la Cordeille à Olioul, de la 3e à la terminale. Mais le soir, on rentrait dans le foyer, qui était au chemin du Temple, au Pont du Las, qui est maintenant devenu un centre social. Et du coup, on avait des activités à la fois de relecture de notre vie. Je pense que ça nous a beaucoup formés en termes de responsabilité, parce que sur les 25 qu'on était, on n'est que 5 à avoir continué dans la vie religieuse. Mais quand je vois ce que sont devenus les autres copains, un tel et Pierre Pascal sur la scène, il a développé toutes les techniques de la méthode Mézières pour aider les femmes à accoucher et puis à lutter contre la mucoviscidose. Un autre a été colonel de gendarmerie, un autre a été inspecteur du travail. Enfin, on a tous quand même eu une vie qui a eu du sens. Et ça, je pense que j'ai beaucoup bénéficié de tout ça, d'autant plus que pendant cette formation, c'était pas simplement un endroit où on faisait du bachotage, on nous obligeait on nous obligeait, c'était vivement conseillé, à avoir un engagement social sur la ville. Et moi, à l'époque, dès l'âge de 15 ans, j'ai découvert sur les pentes du Faron, il y avait une cité de transit où avaient été relogées des familles de gitans et des bidonvilles de la Loubière et de la Rhôde, avant qu'on construise là. Et là, je suis allé avec une bande de copains animer un club de foot, une bibliothèque de rue. Et dès l'âge de 15 ans, j'ai découvert que dans la ville, il y avait cette cité à côté. Et ça m'a beaucoup formé. Et c'est là où j'ai découvert, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des objecteurs de conscience, des gens qui faisaient le service civil. Et comme moi-même, je devais faire, à l'époque, le service était obligatoire, le service militaire. Donc j'ai demandé à faire un service civil qui finalement a duré 3 ans. Voilà un peu cet itinéraire. Et au même moment, le groupe avec lequel on animait le club de foot et la bibliothèque de rue, c'était un groupe qu'on appelait un groupe œcuménique. On se retrouvait avec les jeunes protestants de Toulon et on préparait un événement qui a eu lieu en 1979 qui s'appelait le Concile des jeunes à Thésée. C'était un grand rassemblement interreligieux. Et alors, donc du coup, j'ai été construit là-dedans, à la fois que pour être heureux, eh bien, il fallait développer en soi toutes les potentialités et que l'attention aux autres, la générosité, l'accueil auprès des plus fragiles, c'était un peu comme le sport, ça faisait partie de l'équilibre de vie. Donc, disons que de tempérament, de mon éducation, j'ai toujours été allergique à l'injustice, à la misère. Et c'est pas la religion qui m'a conduit vers là. C'est pas la foi qui m'a conduit à la solidarité, au partage. Ça, j'avais ça dans les tripes. Mais disons que la foi et la méditation de l'évangile, ça m'a plutôt appris à la persévérance, ne pas désespérer des personnes, apprendre à me réconcilier, à accepter le pardon. Mais la lutte contre l'injustice et la solidarité, je pense que ça fait partie de mon ADN familial. Mes frères et sœurs qui ne sont pas du tout croyants, tout ça, ils ont les mêmes tripes. En fait, je ne sais pas très bien, mais je sais qu'elle m'a été donnée. Et c'est en ce sens que
je vais dire que je pense être croyant. Et pour moi, il ne suffit pas de croire en Dieu, parce que ce que je comprends dans les écritures du diable et du démon, il croit en Dieu et le craint, mais ce n'est pas pour ça qu'il est mon ami. Mais il faut aller jusqu'au bout, c'est croire en Dieu qui croit en l'homme. Et c'est ça qui m'a toujours impressionné. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un d'invisible qui croyait en moi et qui croyait dans les gens que je rencontrais. Et c'est ça qui m'a toujours donné une force. D'une certaine manière, c'est pas que je me suis accoutumé au mal, à la méchanceté, à la violence, mais parfois rien ne m'étonne. Mais par contre, je suis assez émerveillé que dans des situations de chaos, eh bien on arrive à faire naître un peu de la lumière et de l'espérance. Et ça, c'est assez... Enfin, les situations les plus aberrantes auxquelles je suis confronté ou que je vois dans l'actualité internationale, souvent, à la fois ça m'abat, ça me démoralise, et en même temps, je ne sais pas si c'est comme les plongeurs qui vont au fond de la piscine, il y a un rebond à chaque fois qui est donné. Bon, j'aime bien une phrase qui est un peu triviale de Martin Luther King, là, qui est un pasteur baptiste qui a été assassiné là, pour sa lutte contre le racisme. Et il disait, soit on décide de vivre en frères, soit on meurt comme des cons, comme des imbéciles. Donc il y a un moment où la fraternité et la solidarité, c'est un instinct de vie. On le fait pas parce qu'il faut le faire, c'est pas une berce, c'est un instinct de vie. C'est parce que choisir d'être solidaire, choisir d'être fraternel, c'est pas que pour l'autre, c'est pour moi aussi. Et c'est un chemin de vie, un chemin de bonheur. Il n'y a pas de citadelle inattaquable du mal, il y a des citadelles mal attaquées, quoi. Et pour moi, une des grosses découvertes, quand j'ai fait mon service civil à ATD Carmonde, je suis allé dans les bidonvilles, les banlieues parisiennes, tout ça. Ce qui m'a le plus surpris, c'est les gens qui avaient la honte d'exister. Et j'avais l'impression que la marque de la pauvreté, c'était pas le manque d'argent ou le manque de logement, c'était la honte. Des gens qui finalement, au bout d'un moment, finissaient par culpabiliser et se croyaient responsables de leur propre misère. Ils avaient été placés, ils avaient fait de l'atoll, et au bout d'un moment, ils étaient persuadés, ça leur collait à la peau, qu'ils étaient responsables de ce qui arrivait. Et donc, du coup, ils rentraient dans une espèce totalement de perte d'estime d'eux-mêmes. Et c'est ça qui m'a souvent marqué. Et ça m'avait tellement ébranlé que j'avais décidé d'arrêter mes études de théologie. J'avais fait 2 années d'études de théologie, de séminaire, et je me suis dit, mais non, là-dedans, je vais être au service simplement de classe moyenne ou d'un monde bourgeois, et on va parler des pauvres que dans les cantiques et dans les sermons, mais il ne se fera rien concrètement. Alors j'étais un peu... Et puis j'ai été rattrapé par les événements. On m'avait renvoyé à Toulon après comme permanent dans le mouvement ATD Carmonde au Fort-Rouge. Et j'étais tellement content de revenir dans cette cité où j'avais été jeune animateur. Mais le premier jour où je suis arrivé dans la cité, quand j'ai débarqué dans la cité, il y avait un gars qui était un des Gaulois de la maison, mais qui était en train de faire une tentative de suicide, parce que sa femme l'avait plaqué, sa fille était enceinte, elle était au chômage, tout. Et quand je suis arrivé pour le garrotter, parce que les gitans sont souvent frimeurs, mais ils ont peur du sang, le temps que le SAMU arrive, ce gars n'a pas arrêté de me répéter, que je débarquais dans la cité, mais qui es-tu pour m'empêcher de mourir ? Qui es-tu pour m'empêcher de mourir ? Et moi, j'avais aucune réponse, et dans ma tête, par moment, je me disais, il ferait mieux d'y passer, parce que... Et quand je voyais l'état de sa situation, de sa baraque et tout ça, mais je sentais cette... Voilà, il s'en est sorti, moi aussi avec, mais ça je sais pas comment dire, ça a fait péter en moi des bouchons d'une vie intérieure que j'avais un peu refoulée. Je m'étais engagé simplement comme un militant des droits de l'homme, qui allait donner la parole aux pauvres. Là, tout à coup, je sentais qu'il y avait des questions radicales. Alors, c'est ça qui m'a poussé après à aller vers le diaconat, revoir mon vieil évêque à l'époque, qui s'appelait Gilles Barthes,
On avait le même prénom, il avait l'âge d'être mon grand-père. Et lui-même, enfin, il m'a beaucoup encouragé. C'est lui qui m'a parlé. J'ai dit que je voulais pas être prêtre, aller au séminaire, continuer, je voulais pas avoir de paroisse. Et c'est lui qui m'a parlé des diacres, hein, en me disant, mais tu sais, dans l'église primitive, il y avait des diacres, François d'Assise était diacre, ça a disparu. Aujourd'hui, on a des diacres parce qu'on cherche des hommes mariés pour avoir du clergé marié. Il m'a dit, mais moi, j'aimerais avoir des diacres consacrés, célibataires, pour se mettre totalement au service des pauvres. Et si tu pouvais faire ça... Oh, finalement, je me suis laissé emballer. Et une des choses aussi qui m'a ému chez ce vieux monsieur, c'est qu'il avait eu un accident de la route. Il avait fait un tonneau. Et puis, il était à l'hôpital. Et il s'était cassé la clavicule. Et il arrivait plus à aller aux toilettes tout seul. Et quand j'étais allé le voir à la clinique, il faisait la soupe à la grimace. J'ai dit, mais ça n'a pas l'air d'aller. Et il était un peu dépressif. Il me disait, mais non, j'ai tout fait faux dans ma vie. Et il me dit, si tu savais, il me dit, je demande pardon à Dieu. J'ai mis souvent des médailles à Lourdes à tous les gens qui s'occupaient des malades, ou dans les associations caritatives à ceux qui s'occupaient des pauvres. Et il me dit, je me suis trompé. Maintenant que j'arrive plus à aller aux toilettes tout seul, je réalise qu'il fallait mettre des médailles à tous ceux qui supportent qu'on s'occupe d'eux. Alors, souvent, et il m'avait dit, j'espère qu'on va créer ensemble une diaconie, et que la diaconie, ça ne sera pas simplement le catalogue des œuvres qu'on fait du bien pour les autres, mais ça sera plutôt que tu sois capable de faire passer un état d'esprit, et que tous ceux qui supportent qu'on s'occupe d'eux, à cause du handicap, du chômage, de la misère, eh bien, ils ne se sentent pas redevables, mais qu'ils soient considérés comme des frères, hein, et des sœurs. Donc ça m'a beaucoup marqué. Donc, c'est pas pour ça que je résiste à te raconter le catalogue des activités, mais disons que je le mets en préambule parce que pour moi c'est très très important. La fraternité, la solidarité, c'est d'abord une ambiance. Et donc dans toutes les associations que j'ai montées, j'ai toujours veillé à ce que ce soit des lieux où il y ait de la convivialité, des lieux où les gens se sentent accueillis tels qu'ils ne se sentent pas redevables. Et aujourd'hui, parfois, je suis très, très peiné quand je vois des structures, parfois même que j'ai pu monter, qui tombent dans des histoires très administratives et où la précarité devient simplement une action de boulot et où il n'y a plus de principe espérance. Récemment, je discutais avec une assistante sociale. J'avais l'impression qu'elle traitait la précarité simplement comme une maladie neurologique, comme Alzheimer, en disant on peut rien, il n'y a aucun espoir pour eux, donc le seul moyen, c'est qu'ils souffrent le moins possible. Et ça me révolte encore aujourd'hui. Pour moi, il ne faut pas gérer la misère, il faut lutter contre la misère. Voilà. Alors, ça m'a amené au fil des années. Bon, la première grosse action qui existe encore, qui pour moi a été un peu emblématique et fait connaître sur Toulon, c'est je venais à peine d'être ordonné diacre, ça faisait quelques semaines que a fermé à Toulon le restaurant social, la soupe populaire. Et alors que montaient dans la rue des gens avec des petits cartons, c'était 1 franc à l'époque, parce qu'il y avait eu la fermeture des chantiers navals de la Seine. Il y a beaucoup de mecs qui avaient construit des maisons et puis qui s'étaient surendettés. Et puis pendant le surendettement, ils avaient mis un peu en péril leur vie de couple, leur vie de famille. Ils avaient eu des aventures. Leur femme avait eu des aventures amoureuses ailleurs. Ils se sont retrouvés sans rien. À la rue. Pareil avec les gars des mines de bauxite de Brignoles qui descendaient à Toulon. On a vu dans les rues des tas de gens. Et tout le monde disait, mais c'est quoi ces indigents, ces nouveaux pauvres? On les appelait les errants. Et ils venaient de plus en plus à l'entrée des églises. Et c'est là où Monseigneur Madec, qui était mon 2e évêque, m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose, c'est ton job, tu es diacre. Et c'est là où j'ai fait le tour des associations caritatives de l'époque, l'entraide protestante, le secours catholique. Il y a que l'Armée du Salut qui m'a répondu présent, mais tous me regardaient à l'époque bizarrement, en disant non, on n'en peut plus, on croule déjà sur l'activité. Alors, j'ai fait le tour dans la rue et j'ai créé une association au début des Amis de Jéricho avec des gars, des anciens des chantiers et des amis médecins. Enfin, et j'ai monté un accueil de jour avec un restaurant social qui dès le début, a été jusqu'à
à 200 couverts. Et ça continue comme ça depuis 40 ans. Et sur Toulon, c'est devenu comme une plaque tournante, un peu la salle des pas perdus. Alors, les années suivantes, l'année après que j'ai monté Jéricho, il y a eu un événement médiatique national. C'est Coluche qui a lancé les Restos du Cœur. Et il est allé chercher aussi à l'Abbé Pierre. Et alors, à ce moment-là, les médias ont sorti un mot là, qui s'appelait SDF, qui était un mot qui était avant le mot qu'on utilisait pour les gens du voyage. Et tout à coup, on a appelé SDF les gens qui étaient sans abri ou en précarité. Et il y a eu les Restos du Cœur. Et je ne dis pas qu'il y a eu une certaine ouverture d'esprit, une certaine mode, mais on s'est rendu compte que la misère revenait. Et donc à partir de ce moment-là, l'accueil de jour de Jéricho est devenu une sorte de lieu emblématique sur Toulon. Mais pour moi, ce qui était important, dès le début, c'était pas de donner à manger, mais c'était de dresser une table où on pouvait venir s'asseoir et manger avec les plus démunis. Pour moi, être invité à table, c'est pas la même chose que recevoir un colis alimentaire. C'est-à-dire parce que quand tu es invité à table, tu as hauteur d'homme, tu échanges des paroles, pas que des plats. Et il y a un mot, j'étais obligé d'apprendre les langues anciennes, mais il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la considération. Alors, quand tu as fait du latin, en latin, cum sidere, ça veut dire s'asseoir avec. Donc avoir de la considération pour quelqu'un, c'est accepter de t'asseoir à la même table. Et dès le début, je disais aux bénévoles, il faut que vous mangiez avec les personnes, et pas seulement servir à table. Ou alors vous faites ça aussi. Mais donc là, pour moi, Jéricho, ça a été d'abord de dresser une table. Dresser une table pour que les gens puissent venir, je puisse venir me poser. Et puis progressivement, moi j'ai découvert le chemin en cheminant, quoi. Hein. Y a des tas de problèmes que je ne connaissais pas. Bon, le fait d'être fils de facteur, je me suis rendu compte très vite que les gens à la rue, ils n'avaient pas d'adresse postale. Donc j'ai monté un centre de domiciliation. Après, à force de les recevoir, il y avait des fois des bagarres à table à cause des bagages. Je me suis dit, il faut monter une bagagerie. Des gens ils sentaient mauvais, on a monté des points hauts pour qu'ils se lavent. Après, avec une équipe de médecins, on a monté Promo Soins, un dispensaire gratuit. Après, grâce à Promo Soins, on a monté des services d'urgence, des liens avec l'hôpital. Et progressivement, après, on a monté des foyers, on a monté des entreprises d'insertion, Azurlage. Comme ça, j'étais amené à créer plus de 70 associations dans le Var. À la fois dans le domaine de l'urgence, du premier accueil, de la lutte contre l'illettrisme, de la santé, du logement, du travail, de la culture, une troupe de théâtre, tout ça, et des loisirs pour faire du tourisme solidaire. Enfin, tout ça a généré comme un métier à tisser de la solidarité sur le Var. Et certains, alors que ça crée une espèce d'émulation, certains, pour X raisons personnelles, trouvaient que soit qu'on était trop liés à l'Église, donc avec certaines associations, ils ont pris un peu plus d'indépendance, mais ils sont restés des cousins. Et puis d'autres, au contraire, trouvaient qu'on était trop liés à des gens en grande précarité, en particulier dans le monde du travail. Certains trouvaient qu'il fallait avoir des gens fiables. Ce n'était pas complètement faux. Quand on crée de l'emploi d'aide à domicile ou des stages en entreprise, quand des gens ont trop d'absentéisme ou des comportements, ou quand il y a du vol, tout ça. Mais je suis bagarré toujours pour qu'on soit comme une pépinière de projets. Et moi, j'ai jamais cherché à fonder l'UDV. Souvent, on me dit et après vous, je dis après moi, ça sera différent. Il y aura d'autres gens. Mais en tout cas, ça a labouré, ça a permis qu'à d'autres choses de semer. Et moi, je n'ai pas voulu faire une œuvre. Si ça disparaît comme tous les corps vivants. Hein, ça naît, ça grandit, ça meurt. Hein. Il faut accepter la vie, elle est comme ça. Voilà. De fait, comme le cri de l'abbé Pierre, l'élan de Coluche, tout ça a ranimé le désir et des gens de s'engager. Ils ont été catalyseurs. Hein. Moi, j'aime bien l'épitaphe que l'abbé Pierre a mis sur sa tombe. J'ai essayé d'aimer. Donc, cette épitaphe, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui du coup, disent il ne faut pas attendre de mourir pour essayer d'aimer. Donc, on va essayer, on fait chacun ce qu'on peut, hein, on fait sa part.
Il y a maintenant des gens aussi qui, en écologie, parlent du colibri qui fait sa part pour protéger la planète. Donc, en domaine du social, il faut que chacun fasse sa part. Ça a été très beau. Mais en même temps, il y a des nouvelles problématiques qui ont surgi. Et j'en vois plusieurs, hein, qui sont peut-être... Après mes études de théologie et mes études ma formation d'animateur socio-éducatif, j'ai fait des études de sociologie et d'ethnologie. Alors parfois, mon analyse des événements est mélangée par toutes ces différentes grilles. Alors j'ai du mal à ne pas aborder les questions d'un point de vue sociologique. Hein. Tu m'en excuseras, mais en même temps, ça fait partie de... Donc moi, il y a différentes choses qui ont bougé, que j'observe. Bon, d'une part, dans la société qui a beaucoup évolué, il y a eu une grosse évolution dans le domaine de la santé. C'est une chance. C'est une chance. Et puis il y a eu la réforme de la psychiatrie. Beaucoup de progrès en matière de neuroleptique. Mais aujourd'hui, il y a des gens en précarité qui sont en rupture de soins. Et il y a une tendance aussi, j'ai presque dire, à psychiatriser la pauvreté. Et à la traiter médicalement. Comme si on créait une sorte d'handicap social. Et certaines personnes, par rapport à ce que je disais au début sur la honte d'exister, se sentent toutes mises de manière symbolique sous curatelle ou sous tutelle. Donc là, il y a une chose qui est un peu difficile, où c'est compliqué pour la personne de rentrer dans des démarches plus participatives. Après, il y a d'autres choses qui ont évolué, c'est la mondialisation. Et Internet, qui n'existait pas. Donc la mondialisation, ça fait qu'aujourd'hui, dans le monde de la précarité, eh bien, on ne peut pas vouloir avec Internet que les images circulent sur la planète, les capitaux, les virus, mais pas les hommes et les femmes. Alors, mais aujourd'hui, malgré ça, les hommes et les femmes sur la planète, quand il y a des problèmes climatiques, économiques, ou parfois des drames familiaux, eh bien, ils essaient de passer les frontières. Alors aujourd'hui, il y a une partie de la précarité qui est liée au nouveau contexte mondial. Parce qu'aujourd'hui, le village la planète est devenue un grand village. Donc il y a une question de psychiatrie, et après, il y a une question d'évolution de la société. Il y a des problèmes très, 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 très concrets aussi sur la fragilité des familles, qui sont bien fragilisées au niveau de la cohésion. Je vois aujourd'hui... il y a déjà ici, dans nos régions, de la spéculation immobilière et foncière. On manque de logements. Mais aujourd'hui, je vois les jeunes couples sont très, très fragiles. Et parfois, pour une famille, il faut 2 appartements. Parce que les couples se séparent très vite pour avoir la garde des enfants. Et une famille qui aurait besoin d'un seul appartement, il en faut 2. Donc, il y a des problématiques de société qui font que... et il y a de plus en plus de solitude, une espèce de grande solitude. Alors, même tous ces gros problèmes, une fois qu'on les a énoncés, ils peuvent être aussi, c'est des nouveaux défis. J'ai vu des jeunes étudiants, j'aime bien aller de temps en temps il y a un laboratoire informatique à côté d'un G-Média où il y a des étudiants qui montrent des projets là. Je vais voir parce que je trouve que ces jeunes, ils sont pleins d'imagination et de créativité. Et parfois, ça me détend d'aller les voir là. Je me rappelle un que j'avais trouvé qui a monté une start-up avec Internet. C'était dans un quartier, une personne âgée qui était seule, qui, une fois par semaine, faisait de la soupe et la cuisine pour des étudiants ou des gens précaires du quartier. Ils allaient manger chez elle. Elle leur faisait les courses, il la payait elle. Ça lui donnait une utilité sociale. Les jeunes, ça leur permettait de manger autre chose que du surgelé. Et j'avais trouvé ça génial. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est Saint Vincent de Paul, un maître de la charité, qui disait la charité est inventive à l'infini. Il faut être inventif. Il ne faut pas s'enfermer dans... Aujourd'hui, on est en train de créer des tiers-lieux pour que... Parce qu'un des grands drames, c'est la solitude et la précarité. Et je le vois aussi d'un point de vue sociologique et puis de mon propre ministère religieux, un des lieux qui pour moi
regard à la loupe de l'évolution de la société, c'est les funérailles. Vous savez, quand les anthropologues étudient une société, on regarde comment on enterre ses morts. Et le grand anthropologue Coppens, là, il dit que, celui qui a découvert Lucie, il dit que l'Homo sapiens est né au moment où les hordes se sont arrêtées pour faire des rites pour enterrer les vieillards ou les malades qui n'arrivaient pas à suivre le rythme. Il dit là, c'est devenu l'Homo sapiens. Mais aujourd'hui, quand je vois notre société, je vois aujourd'hui dans certains crématoriums, on rassemble même plus les familles, les gens regardent la célébration par Zoom. Je vois parfois le défunt a lui-même commandé ses fleurs qu'il y a sur le cercueil par une convention obsèque. Et je vois là une espèce de destruction du lien social élémentaire, voilà, autour de la mort par exemple. Et donc là, parfois de fait ça m'angoisse quand je vois l'évolution de la société. Parce que pour moi, le travail social, la solidarité, ça ne peut pas se concevoir en termes de réparation sociale. On ne répare pas la société parce qu'elle est cassée. Le travail social, la solidarité, ça peut être en termes de développement. On développe les potentialités de la personne, on développe les potentialités de la précarité, on développe les potentialités de la société pour être plus fraternelle. Mais dès qu'on raisonne simplement en termes de réparation. Alors, aujourd'hui, les complications d'Internet et de la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique où l'urgence est le fric. Et donc, on a l'impression que ça redevient il faut que tout soit fait dans l'urgence, alors qu'il faut du temps au temps, il est toujours urgent d'attendre. Et l'argent ne peut pas être le seul déterminant. On mise le maximum sur la famille. Je vois même les familles roms, comme quand elles sont à la rue, ou les familles migrantes, le fait de rester avec leurs enfants, et pour les enfants de rester avec leurs parents. La famille, en tout cas, même si c'est une famille monoparentale, c'est le premier rempart contre l'exclusion. Enfin, donc c'est le lien fondamental du lien social. Alors, c'est vrai qu'on essaie de tout faire. Là, actuellement, on a ouvert, pendant la période Covid, un accueil de jour à Saint-Jean-du-Var, qui est géré par Jéricho, pour souvent des jeunes mamans qui, pendant le temps du Covid, étaient à l'hôtel, se retrouvaient avec des bébés ou qui ont été, comme disaient les Africains, enceintés pendant le voyage sur les bateaux, pendant la traversée. Et donc là, on a monté un lieu familial, il y a aussi des jeunes couples à la rue, pour essayer qu'ils se retrouvent de manière en famille. Donc, moi, je ne souhaite pas que les familles et les enfants, les bébés, par exemple, viennent à Jéricho, où il y a des gens qui sont marqués justement par des problèmes d'addiction, d'alcool, de toxicomanie. Et je trouve qu'il faut trouver un peu des lieux un peu protégés. Et puis avec des partenaires comme les apprentis d'Auteuil, on a monté à Toulon une maison d'enfants à caractère social, où là on essaie d'accueillir en tout cas les fratries entre elles. Pour pas, même des enfants qui ont été placés par la justice, qui restent en fratrie, entre frères et sœurs, parce que la fratrie aussi, même si la fratrie, dans toutes nos familles, on a toujours des contentieux avec des frères ou des sœurs, c'est quand même une aspiration à la fraternité, c'est là où on apprend les choses. Voilà, donc après, on a aussi tout le travail depuis le début, qui relève de mon passé aussi daté des quarts-mondes, c'est d'une forte présence dans les cités, et les cités cité HLM, voilà, on gère à Hier aussi une maison des familles, une grande maison des familles avec tout ce qui est activité périscolaire, alphabétisation, animation, sortie. Cette maison des familles au centre de Hier, elle est devenue maintenant une référence sur l'ensemble de la métropole pour toutes les questions d'aide à la parentalité, d'aide à la conjugalité. Voilà, maintenir le lien de l'enfant, en tout cas avec sa mère, avec son père quand c'est possible, avec toute la famille, ou parfois c'est qu'avec les grands-parents. La famille, elle a plusieurs formes. Mais voilà, je pense qu'une grosse souffrance de la grande précarité, ce sont ceux qui ont été placés. Et le placement dans l'histoire de beaucoup, il y a beaucoup de chocs post-traumatiques à cette affaire-là.
Pour moi, la misère, c'est un peu comme la mort. Ça fascine et ça répulse. Parce que la misère, ça nous renvoie à notre propre précarité, notre fragilité. D'ailleurs, quand on avance en âge, quand on voit la manière dont sont gérées aussi les personnes âgées ou les grandes maladies, il y a quelque chose du même ordre. Hein, parce que elle fait un effet miroir. Et après, ça dépend le comportement. Ça nous renvoie à notre propre fragilité. Et parfois, on ne veut pas la voir. Et au contraire, moi, je pense que la misère, comme la fragilité, la précarité, la mort, si on ne l'apprivoise pas, et si on n'apprend pas à cheminer ensemble, on passe à côté de l'essentiel. Alors, ce qui fait peur dans la misère comme dans la mort, c'est de souffrir. et donc, on n'a pas envie de souffrir, heureusement. Mais oui, aujourd'hui, la misère, elle est encore plus violente quand on voit la guerre, par exemple. Je vois les premiers temps, même quand il y a eu la guerre en Ukraine, les gens qui arrivaient ici, ils croyaient qu'ils étaient simplement en vacances ou en exil. Bon, on se rend compte que le drame, plus que de ne pas avoir de logement, c'est d'être séparés de leurs proches, de ne pas avoir d'avenir. Alors c'est vrai que la mort comme la misère, ça nous met des limites. Et on est dans une société qui se veut hors limite. Une société qui nous pousse dans la toute-puissance, on le croit, avec l'intelligence artificielle, avec beaucoup de choses. Et moi, je pense que la misère, la fragilité, même la mort, ça nous rend encore plus humains, paradoxalement. Et refuser de regarder la misère, la fragilité, même la mort, c'est devenir inhumain. Et d'ailleurs, on le voit, les brutes, même dans les guerres et la violence, que c'était au Rwanda, là on le voit avec le Hamas, ou avec c'est qu'on ne considère pas l'autre comme un être humain. Voilà. Même dans la manière de parler, on en parle comme des cafards ou des terroristes. Enfin, on arrive... Je connais, il y a un proverbe berbère que j'aime répéter souvent, c'est que quand j'ai vu l'autre de loin, j'ai cru que c'était un fauve. Quand je me suis approché, j'ai vu que c'était un homme. Quand je lui ai parlé, j'ai vu que c'était mon frère. Donc la misère, si on la regarde de loin, on en a peur. Si on s'approche, et puis si on rentre, on peut rentrer en lien d'amitié, quoi. Moi, l'avenir, après, c'est peut-être ça aussi mon côté croyant. Enfin, je dis, moi, l'avenir, il appartient à Dieu, quoi. Hein. Il faut que je renonce aussi à vouloir tout maîtriser, même de l'avenir. Ça ne m'appartient pas. Donc, j'essaie de faire au jour le jour ce qu'en conscience, je pense que je dois faire. Hein. Après, je sais que l'avenir... Enfin, pour moi, mon avenir, il est un peu derrière moi, on peut dire. Même si... j'aime bien toutes les rencontres, les imprévus, et que je suis curieux de tout. Donc mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois l'éco-anxiété des jeunes, tout ça, on a de quoi être inquiet sur l'avenir de la planète quand on voit la crise écologique, quand on voit la bêtise, enfin de la logique des ventes d'armes dans laquelle on est mêlés nous-mêmes. Je vois aussi aujourd'hui les plus gros conflits, même s'il y a la Terre Sainte et l'Ukraine aujourd'hui, là où il y a le plus de morts, c'est au Congo. Et je sais que je suis complice parce que c'est à cause des minerais qui s'occupent des smartphones et tout ça. Et c'est d'avoir une conscience éclairée, garder de la lucidité, ne pas se prendre pour un juste, parce que je suis moi-même complice de ces guerres. J'habite à Toulon, un port militaire, et je sais que l'économie française fonctionne avec les ventes d'armes. Et en même temps, je ne vais pas m'enfermer dans une culpabilité qui m'empêche d'agir. C'est assez complexe. Donc, je n'ai pas les éléments et toutes les clés pour préparer l'avenir. Aujourd'hui, je vois même dans le travail social, je vois, compte tenu de la difficulté qu'il y a en France, les services d'aide à la personne sont le premier employeur. Et aujourd'hui, il y a des grosses entreprises à niveau national
qui arrive et qui absorbe toutes les petites associations pour faire de l'entrepreneuriat social. Il y en a 2 ou 3 dans le Var qui sont arrivés. C'est créateur d'emplois où finalement le pauvre, l'exclu devient finalement le lieu de production pour créer des emplois. C'est pas... Et alors, il y a des grandes entreprises qui font dans l'EHPAD, dans le SDF, dans le handicap. Et ça me fait frémir, parce que je vois, on est sur des logiques purement gestionnaires, où c'est plus les budgets prévisionnels qui comptent, les agréments. J'ai peur que beaucoup d'associations fassent un peu comme il y a eu la crise de la vache folle, qui est la crise de l'association folle. C'est des associations qui n'ont plus que le nom, mais qui vivent de tellement de subventions qu'au bout d'un moment, à force de manger des farines animales, comme justement les agréments, les subventions, les appels à projets informatiques, finissent par perdre le cœur. Je pense qu'une association, il faut qu'elle rumine du bénévolat, qu'elle digère de la gratuité, qu'elle prenne son temps, qu'elle ne soit pas que dans... Elle est plus sur le registre de la fécondité que de l'efficacité. Alors que là, l'efficacité. Quand j'ai ouvert les Favières, c'est une ancienne clinique abandonnée qui était derrière le Pharaon, il y a une friche médicale. J'avais pris comme devise d'inauguration une parole du psaume. Alors certains m'ont dit « Ah, la laïcité ». Je dis une parole du psaume, ça ne va pas m'empêcher de mettre une parole du psaume. Et j'avais pris comme verset heureux l'homme qui porte du fruit en temps voulu ». Voilà, cette phrase qui était belle, parce que je dis, il n'y a personne qui porte du fruit à la même... Il y a des gens, ils vont aller dans un foyer, en 3 mois, ils s'en sortent. D'autres, ils ont besoin de 2 ans. Donc, ça dépend les blessures, ça dépend la... Et alors non, il fallait pour les services de l'État qu'on dise, bon voilà, c'est 6 mois renouvelables, 3 mois renouvelables. Même si on n'est pas tous pareils, on n'est pas des produits calibrés. Voilà, donc ça m'inquiète sur l'avenir, sur cette logique un peu trop administrative, financière, où on fasse des pauvres simplement des produits de l'action sociale. Ça, je suis très, très, très inquiet là-dessus. Alors, ce qui me rassure, c'est les migrants, parce que les migrants, ils arrivent connaissant la misère, mais avec beaucoup d'inventivité, de créativité, des gens qui ont traversé des épreuves tellement, mais qui en ont envie. Et ils ont envie de construire un nouveau monde. Ils sont un peu comme des pionniers. J'imagine que ça a dû être comme ça. Là, je vois qu'il y a eu des pionniers quelque part. On présente comme des migrants, certains en ont peur, mais je trouve que parmi tous ces migrants, il y a des pionniers. Des pionniers d'un monde nouveau. Et voilà, ça me réjouit plutôt. Hein. Je sais que ça fait peur à certains. Jean Castex, moi je l'ai connu quand il était jeune, il avait 30 ans, il était venu directeur de la DAS à Toulon. C'était au moment aussi où il y avait le Front National à Toulon, c'était pas évident. Moi j'avais monté le service le 115 à Toulon, je l'avais monté ici à partir de Jéricho, et pour avoir du standard téléphonique, j'étais à la paroisse de la Garde, j'avais créé une petite armée de mamies insomniaques qui étaient toutes contentes la nuit de répondre au téléphone. Certaines étaient anciennes assistantes sociales, tout ça, éducatrices. Et j'avais trouvé aussi des vieilles religieuses qui avaient été travailleuses familiales qui répondaient le soir, tout ça. Bon, finalement, on m'a dit que c'était pas assez professionnel. Ils ont repris le SAO et donc. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer le SAMU social. Mais un des seuls qui avait manifesté ça avait été Jean Castex. En plus, il était célibataire à l'époque, il était dispo, tout ça. Et on avait fait le bus de nuit ensemble. Et donc voilà, c'était il y avait cette petite histoire d'amitié. Bon, après, il est parti. Moi, j'avais bien vu qu'il était Premier ministre, mais... je n'ai pas cherché à... Et puis un jour, il est venu à Toulon, et il y a 3 ans, c'était pendant le Covid, et la préfecture me dit, voilà, il y a le Premier ministre qui passe, et il aimerait rencontrer des gens qui l'ont marqué à l'époque, et tout ça. Ouais. Moi, je trouvais sympa, hein. Alors il m'a dit, bon ben voilà,
s'est revu, il me dit « Ah ben t'as pas vieilli, toi je suis un peu quand même, on a pris tous des cheveux blancs et de l'embonpoint. » Et je lui dis bah, « Tu sais, déjà l'an prochain c'est les 40 ans de la diaconie. » Et alors je sais pas s'il a retenu ça, et donc il y a eu cette proposition de sa part de remise de la Légion d'honneur. J'avais déjà refusé 2 fois, parce que ça me semblait décalé avec ma vocation de diacre, hein. Et je trouvais que c'était un peu déplacé, comme je t'avais raconté de l'histoire de Monseigneur Barthes, c'était décaler le projecteur des intéressés, de mettre sur ceux qui s'occupaient des autres et pas ceux qui supportaient qu'on s'occupe d'eux. Bon, après j'avais dit même dans la presse que j'avais choisi les gens sans honneur, ça avait vexé aussi l'association des légionnaires voilà. Bon, finalement, Jean Castex a été très, très délicat, il n'a pas insisté. Et après, j'ai reçu un autre appel téléphonique c'était Mme Borne qui devait devenir Premier ministre, qui me dit mais l'ancien Premier ministre a redonné votre nom, et puis vous êtes quelqu'un qui était hyper délicat, qui m'a dit écoutez, il y a un de ses oncles résistants qui a refusé, ça l'a beaucoup... Et on dit réfléchissez-y, mais on nous a dit que vous risquiez la refuser. Alors j'en ai parlé autour de moi. Donc j'en ai parlé à mon curé à la cathédrale, qui m'a dit écoute Gilles, ça devient de l'orgueil que de refuser. Tu te crois au-dessus des autres, pour qui tu te prends de refuser quand on t'offre une bouteille de vin, ou tu l'acceptes. Donc c'est pas toi qui le réclame, tu n'es pas obligé de la porter. Il m'a dit tu dois accepter pour toi, et puis pour tous les bénévoles et les gens qui... Et puis il y a une autre personne qui n'était pas là, qui était une amie, qui est psychothérapeute, avec qui j'avais discuté de ça, parce que j'avais dit bon, il y avait des difficultés aussi sur Toulon, il y avait Hubert Falco qui était en mauvais point, mon évêque aussi qui était sur un siège éjectable. Ça faisait beaucoup de choses. Je me disais oulala, moi je veux peut-être être discret. Puis j'avais dit j'ai peur aussi par rapport à d'autres associations, tout ça, que ça rende jaloux. Et elle m'avait dit écoute, ne te pose pas ce genre de questions, c'est une question mal placée. Elle m'a dit pose-toi plutôt la question qui ça va rendre heureux. Elle m'a dit tu vas rendre des gens heureux, pose-toi cette question. Et de fait, ça a été ma grande découverte, que cette remise à la Légion d'honneur, ça a donné beaucoup de bonheur à plein de gens. Et j'ai même eu justement des mamies en EHPAD qui étaient d'anciennes bénévoles, qui m'ont écrit en disant il y a longtemps que vous n'êtes pas venu me voir, mais de voir ça dans le journal, c'est comme si vous étiez venu me voir. Enfin, j'ai senti que ça... Et puis j'ai même eu du mal à limiter les invitations, tout ça. On m'avait dit pas plus de 50, vous étiez 250, mais c'était de... Bon, je me suis rendu compte que ça a fait plaisir à beaucoup de militants associatifs, à beaucoup de diacres de toute la France, aux gens en précarité aussi, des gens à Jéricho, beaucoup de gens étaient très, très, très touchés, et même au diocèse, enfin ça. Donc, et puis, Jean Castex est tellement chaleureux et que ça s'est bien passé. Donc j'ai voulu que ça se passe dans l'église de Chalucé, parce que Chalucé, c'était le nom d'un évêque qui a fait le premier hôtel-Dieu de Toulon. C'est un petit clin d'œil pour dire que je n'étais pas le premier, que je ne serais pas le dernier. Donc l'avenir, il y aura un autre Chalucé ou un autre Gilles Robert, il y aura quelqu'un d'autre. Il y a eu l'abbé Autric, il y a pas mal de gens qui surgiront comme ça. Je pense que ça fait partie du projet d'amour de Dieu. Il suscite des vocations, ça, je ne me fais pas de soucis. Et puis l'autre chose, c'est que devant la chapelle de Chalucé, l'ancien hôtel-Dieu, il y a une grande allée qui s'appelle l'allée de la Charité. Elle descend dans le jardin de la ville, et elle est entourée de beaucoup d'arbres qui ont été ramenés par tous les marins tout le long du monde entier. Alors c'était aussi un petit clin d'œil à tous les amis migrants et tout ça, de dire que Toulon s'est créé aussi par des aventuriers, des voyageurs et de la biodiversité. Et pas que de la biodiversité végétale. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce jardin de Chalucé devant la chapelle, il a une image de ce que pourrait être une ville respirable avec une variété d'espèces voilà, qui viennent de toute la planète. Voilà, c'était un peu un petit clin d'œil, et je pense que ça a été repris, que les gens qui étaient là ont été émus, moi le premier. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.